Le tonnerre d'applaudissements fait trembler les murs dorés du Théâtre des Célestins en cette soirée glaciale de novembre 1988, et pourtant, une angoisse sourde commence à se propager dans les coulisses alors que le siège du pianiste reste désespérément vide. Thomas Leroux, le jeune prodige que tout lion adule, vient de livrer la performance de sa vie. Mais au moment où le rideau doit se lever pour le second acte, un silence pesant s'installe dans la salle, car la star de la soirée s'est volatilisée en quelques secondes sans que personne ne le voie sortir. Ce qui ressemble d'abord à un caprice d'artiste prend rapidement une tournure cauchemardesque lorsque le régisseur découvre la loge du musicien parfaitement intacte, avec sa veste encore posée sur le dossier de la chaise et ses partitions ouvertes à la page exacte du final. Il n'y a aucune trace de lutte, ni le moindre indice suggérant une fuite précipitée, et pourtant Thomas a disparu sans laisser d'autres traces que l'écho de ses dernières notes qui résonnent encore dans la mémoire des spectateurs stupéfaits par cette absence aussi soudaine qu'inexplicable. Pendant 3 longues décennies, le mystère de l'envolée du pianiste est resté total, alimentant les rumeurs les plus folles sur une nouvelle vie sous les tropiques ou un suicide dissimulé loin de la pression écrasante des projecteurs de la scène lyonnaise. Personne ne pouvait imaginer que la clé de cette énigme dormait depuis tout ce temps sur l'étagère poussiéreuse d'une brocante du vieux Lyon, attendant qu'un collectionneur curieux appuie sur le bouton lecture d'un vieux magnétophone pour réveiller enfin les fantômes du passé et révéler la vérité. Avant de poursuivre notre récit, faites une petite pause et marquez votre présence dans les commentaires. Dites-moi de quelle ville vous nous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Montrons à l'algorithme que notre communauté d'enquêteurs est active et attentive aux 4 coins du monde. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous aider à atteindre l'objectif des 5000 abonnés. Votre soutien est essentiel pour la suite. Maintenant, revenons à cette soirée fatidique. Lyon en automne a ce charme mélancolique qui sied si bien au drame bourgeois. Mais ce soir de novembre 1988, l'ambiance est à la fête devant le Théâtre des Célestins, où le tout Lyon se presse pour apercevoir la nouvelle coqueluche de la musique classique. Les pavés du vieux Lyon brillent sous la bruine, tandis que les voitures de luxe déposent des spectateurs en tenue de soirée, impatients d'écouter celui que la critique compare déjà au plus grand compositeur du siècle passé. Thomas Leroux n'a que 24 ans, mais son nom est déjà sur toutes les lèvres des mélomanes, qui voient en lui une sensibilité rare et une technique pianistique qui frôle la perfection absolue. Ce concert n'est pas une représentation ordinaire pour le jeune homme, car il doit interpréter une œuvre complexe qui pourrait propulser sa carrière à l'international et lui ouvrir les portes des plus grandes salles d'Europe s'il parvient à maîtriser ses nerfs fragiles devant cette foule exigeante. Dans l'ombre de ce succès fulgurant, plane la silhouette imposante d'Henri Valmont, son mentor et professeur qui a façonné le talent de Thomas avec une rigueur militaire depuis son adolescence. Valmont est un homme respecté, mais craint dont la propre carrière de concertiste s'est arrêtée trop tôt et qui semble vivre par procuration la gloire de son élève, tout en nourrissant une possessivité maladive à son égard, comme si le talent de Thomas lui appartenait de droit et ne devait servir que lui. La première partie du concert s'achève sur une note suspendue qui laisse le public en apnée avant que les bravos ne déferlent comme une vague puissante vers la scène où Thomas salue timidement. Il est épuisé mais rayonnant, alors qu'il quitte la lumière aveuglante des projecteurs pour rejoindre la pénombre rassurante des coulisses, sans se douter que ce sont les derniers instants où il existera aux yeux du monde avant de devenir un dossier poussiéreux, classé sans suite dans les archives de la police. L'entracte débute et le public se déverse lentement vers le grand foyer du théâtre pour y déguster du champagne et échanger des banalités sur la virtuosité du jeune Thomas. L'ambiance est feutrée et élégante, les lustres en cristal scintillent au-dessus des têtes insouciantes qui ne se doutent pas qu'à quelques mètres de là, derrière le lourd rideau de velours rouge, un drame silencieux est en train de se nouer. Les conversations tournent autour de la puissance du concerto et de l'avenir radieux qui attend le prodige, tandis que le personnel du théâtre commence à préparer la scène pour la seconde partie du spectacle qui doit être l'apothéose de la soirée. 15 minutes passent, et la cloche annonçant la fin de l'entracte retentit une première fois dans les couloirs marbrés pour inviter les spectateurs à regagner leur place numérotée. En coulisses, le régisseur général, un homme méticuleux nommé Jacques,
toque poliment à la porte de la loge numéro 1 pour prévenir l'artiste qu'il est temps de se remettre en condition. Il n'obtient aucune réponse, mais cela ne l'inquiète pas outre mesure car Thomas est connu pour ses rituels de concentration intenses qui exigent un silence absolu avant de retourner affronter la lumière crue des projecteurs et le jugement du public. Jacques attend une minute supplémentaire en consultant sa montre nerveusement, car le spectacle doit reprendre à l'heure pile, pour ne pas froisser les notables présents dans les loges d'honneur. Il frappe à nouveau, plus fort cette fois, appelant le prénom de Thomas d'une voix qui tente de rester calme, malgré le léger frisson d'inquiétude qui commence à lui parcourir l'échine. Le silence qui lui répond est total, un silence épais et anormal qui tranche avec l'agitation habituelle des coulisses d'un grand théâtre un soir de première, et c'est ce silence précis qui pousse Jacques à tourner la poignée. La porte n'est pas verrouillée et s'ouvre sans résistance sur une pièce baignée par la lumière chaude des lampes de maquillage qui encadrent le grand miroir central. La loge est vide, désespérément vide, mais elle ne présente aucun signe de désordre qui pourrait suggérer une lutte ou un départ précipité sous le coup de la panique. Le costume de scène de Thomas pour la seconde partie est soigneusement pendu sur un cintre. Sa bouteille d'eau est encore bouchée sur la coiffeuse et ses partitions sont annotées au crayon gris, prêtes à être emportées vers le piano qui attend sur scène. Jacques fouille rapidement la petite salle de bain attenante, en espérant y trouver le jeune homme pris d'un malaise, ou simplement enfermé, mais l'endroit est tout aussi désert que la pièce principale. La panique commence véritablement à s'installer lorsque le régisseur réalise que la sortie de service, située au bout du couloir des loges, est fermée à double tour de l'intérieur et que la clé est toujours sur le trousseau du gardien de nuit. Thomas n'a pas pu sortir par là sans déclencher l'alarme, et il n'a pas pu traverser le hall bondé sans être reconnu et assailli par ses nombreux admirateurs. L'annonce est faite discrètement au directeur du théâtre, qui décide de prolonger l'entracte de 10 minutes sous prétexte d'un problème technique mineur, espérant gagner du temps pour retrouver son soliste. Une équipe de techniciens est envoyée pour fouiller chaque recoin du bâtiment, des sous-sols encombrés de décors poussiéreux jusqu'aux passerelles techniques vertigineuses qui surplombent la scène. Ils inspectent les toilettes, les loges des autres musiciens, les placards à balai et même la fosse d'orchestre. Mais Thomas Leroux semble s'être évaporé dans l'air vicié du théâtre comme un fantôme. Henri Valmont, le mentor de Thomas, est alerté de la situation alors qu'il sirotait un verre au bar du foyer, entouré de critiques musicaux qu'il tentait d'impressionner. Sa réaction surprend par son mélange de colère froide et d'agacement, comme si la disparition de son élève était une insulte personnelle, plutôt qu'une source d'inquiétude légitime. Il se précipite en coulisses non pas pour aider aux recherches, mais pour invectiver le personnel, affirmant que Thomas est un enfant gâté qui a sans doute fait une crise de nerfs et qu'il faut le retrouver immédiatement pour le traîner sur scène par la peau du cou. Le directeur, le visage blême et couvert de sueur froide, se résout finalement à faire ce qu'il redoutait le plus. Il appelle la police lyonnaise pour signaler une disparition inquiétante. L'arrivée des forces de l'ordre se fait par l'entrée des artistes pour éviter de créer un mouvement de panique parmi les spectateurs qui commencent à s'impatienter et à taper des mains. Les uniformes bleus détonnent dans cet univers de velours et de dorure, apportant avec eux une réalité brutale qui brise la magie du lieu et transforme le temple de la musique en une scène de crime potentiel. Le commissaire chargé de l'enquête ordonne immédiatement le bouclage des issues du théâtre, empêchant quiconque de sortir tant que les premières constatations n'ont pas été faites. C'est une décision lourde de conséquences qui provoque la colère du public lorsqu'elle est annoncée au micro, transformant l'impatience en indignation générale. Des centaines de personnes se retrouvent confinées dans le hall, tandis que les policiers commencent à interroger le personnel technique et les proches de Thomas qui étaient présents en coulisses avant et pendant l'entracte. Les premières investigations dans la loge confirment l'impression initiale de Jacques. Tout est parfaitement en ordre, trop en ordre même pour un départ précipité. Il n'y a pas de lettre d'adieu, pas de ticket de transport, pas d'argent manquant dans le portefeuille laissé dans la poche de la veste de costume. C'est comme si Thomas avait simplement cessé d'exister entre le moment où il a quitté la scène sous les applaudissements et le moment où Jacques a frappé à sa porte, une ellipse temporelle impossible qui défie toute logique rationnelle. Les techniciens de la police scientifique relèvent les empreintes digitales dans la loge, espérant trouver la trace d'un visiteur inattendu qui aurait pu s'introduire auprès du pianiste.
Il photographie chaque centimètre carré de la pièce, cherchant un cheveu, une fibre de vêtement ou une goutte de sang qui aurait échappé à l'œil nu. Mais la scène est propre, aseptisée par le ménage quotidien du théâtre, et ne livre aucun secret, renforçant l'hypothèse de plus en plus populaire parmi les enquêteurs d'une disparition volontaire orchestrée avec soin. Pendant ce temps, Henri Valmont est interrogé dans un bureau administratif réquisitionné pour l'occasion, assis sur une chaise inconfortable qui ne sied pas à sa stature. Il martèle aux policiers que Thomas était fragile psychologiquement, qu'il ne supportait pas la pression de ce concert crucial et qu'il avait déjà évoqué l'envie de tout plaquer. Ces mots sont choisis avec soin, peignant le portrait d'un jeune homme instable et ingrat, et orientant subtilement l'enquête vers la thèse de la fugue d'un artiste torturé, incapable d'assumer son propre génie. Les policiers écoutent Valmont avec attention, impressionnés par son charisme et son autorité naturelle, sans se douter que chaque mot prononcé est une pierre ajoutée à l'édifice de son alibi. Ils notent scrupuleusement ses déclarations, omettant de remarquer la froideur de son regard ou l'absence totale d'émotion lorsqu'il évoque le sort de celui qu'il appelait son fils spirituel. Pour eux, Valmont est un témoin clé, une figure respectable du monde des arts, et non un suspect potentiel qui aurait pu avoir une raison de nuire à sa propre création. La fouille du théâtre se poursuit tard dans la nuit, bien après que le public a été finalement autorisé à évacuer les lieux sous le regard scrutateur des agents. Les chiens renifleurs parcourent les couloirs labyrinthiques, aboient parfois devant une porte fermée, mais ne trouvent aucune piste olfactive menant à l'extérieur. Thomas semble ne jamais avoir quitté le bâtiment, et pourtant il n'y est plus. Une contradiction qui agace le commissaire et commence à faire les gros titres des journaux du matin qui s'impriment déjà. Les parents de Thomas, arrivés en catastrophe depuis leur domicile en banlieue, sont dans un état de choc absolu, incapables de comprendre comment leur fils a pu disparaître au milieu de tant de monde. Ils réfutent avec véhémence la thèse de la fugue, expliquant aux enquêteurs que Thomas était heureux, qu'il vivait pour la musique et qu'il n'aurait jamais infligé une telle humiliation à son public. Leurs supplications se heurtent au mur de scepticisme des policiers qui, forts de leur expérience, savent que les apparences sont souvent trompeuses dans les familles apparemment sans histoire. Au petit matin, le théâtre des Célestins est vide, silencieux et froid, gardant jalousement le secret de ce qui s'est passé durant ces 20 minutes fatidiques. Les scellés sont posés sur la porte de la loge numéro 1, transformant ce lieu de création en tombeau symbolique pour une carrière fauchée en plein vol. La ville de Lyon se réveille avec la nouvelle de la disparition du petit prince du piano, et l'affaire devient instantanément le sujet de toutes les conversations éclipsant la politique et les faits divers habituels. L'absence de demande de rançon dans les heures qui suivent conforte la police dans l'idée qu'il ne s'agit pas d'un enlèvement crapuleux organisé par des professionnels. Il n'y a pas non plus de revendications politiques ou terroristes, ce qui élimine d'autres pistes et resserre l'étau autour de la vie privée de Thomas. Les enquêteurs commencent à éplucher son emploi du temps, ses relevés téléphoniques et ses relations, cherchant la faille, le secret inavouable ou la liaison cachée qui expliquerait son départ soudain. Henri Valmont, quant à lui, rentre chez lui au lever du jour, s'enfermant dans son appartement cossu du quartier d'Aîné où trône son propre piano à queue. Personne ne le voit se verser un verre de cognac d'une main tremblante, ni fixer son propre reflet dans la vitre avec une expression indéchiffrable. Il est désormais le seul maître à bord, débarrassé de l'ombre grandissante de son élève. Mais il sait que le plus dur commence. Il va devoir jouer le rôle de l'affligé devant les caméras et maintenir son mensonge face à l'histoire. Les jours passent et l'enquête piétine, faute d'indices matériels concrets ou de témoignages fiables permettant de retracer le parcours de Thomas après sa sortie de scène. La police commence à réduire les effectifs alloués à l'affaire, considérant qu'il s'agit d'une disparition volontaire d'un majeur qui a le droit de refaire sa vie ailleurs, s'il le souhaite. Le dossier glisse lentement vers le bas de la pile, sur le bureau du juge d'instruction, condamné à prendre la poussière en attendant un élément nouveau qui ne viendra pas de sitôt. C'est ainsi que débute le long silence qui entourera l'affaire Thomas Leroux, un silence seulement brisé par les anniversaires de sa disparition et les documentaires sensationnalistes. Le monde continue de tourner, la musique continue d'être jouée au Célestin, mais une chaise reste vide dans le cœur de ceux qui l'aimaient, et une question demeure sans réponse. Comment un homme peut-il s'effacer du monde sans laisser la moindre trace, comme une note de musique
qui s'éteint dans l'immensité d'une salle de concert. L'agitation médiatique des premiers jours retombe aussi vite qu'elle était montée, laissant place à une indifférence polie qui blesse profondément les parents de Thomas. Les journalistes, avides de nouveautés, passent à d'autres scandales, laissant la famille Leroux seule face à son désespoir et à ses questions sans réponse dans leur maison devenue trop grande. Ils gardent la chambre de Thomas intacte, comme un sanctuaire figé dans le temps, refusant de toucher au moindre objet de peur de briser l'espoir irrationnel de le voir franchir le seuil de la porte un jour prochain. Dans les conservatoires de musique de la région, la légende de Thomas Leroux commence à se construire, déformée par le bouche à oreille et l'imagination fertile des étudiants. On raconte qu'il est parti vivre en ermite dans les montagnes pour composer l'œuvre ultime, ou qu'il a été enlevé par une admiratrice folle qui le garde séquestré dans une cave insonorisée. Thomas devient un mythe, une figure tragique et romantique qui fascine les jeunes pianistes, mais cette mythologie ne fait qu'ajouter à la douleur de ceux qui l'ont réellement connu et aimé pour l'homme qu'il était. Henri Valmont reprend ses cours quelques semaines seulement après le drame, affichant une résilience que beaucoup admirent, mais que certains trouvent suspecte. Il ne parle jamais de Thomas, coupant court à toute question de ses élèves par un regard glacé qui dissuade les plus curieux d'insister sur le sujet tabou. Pourtant, ceux qui le côtoient de près remarquent un changement subtil dans son comportement, une amertume nouvelle et une sévérité accrue envers ceux qui ne parviennent pas à atteindre l'excellence qu'il exige. L'enquête de police est officiellement classée sans suite au bout d'un an, faute d'éléments nouveaux permettant de relancer les investigations ou de justifier des moyens supplémentaires. Le commissaire convoque les parents pour leur annoncer la nouvelle avec tact, expliquant que la thèse de la disparition volontaire est la seule qui tienne la route scientifiquement. C'est un coup de massue pour les Leroux, qui se sentent abandonnés par la justice, convaincus au fond de leur tripes que leur fils n'aurait jamais agi ainsi sans leur donner le moindre signe de vie. Les années 90 s'écoulent lentement, apportant leur lot de changements technologiques et culturels qui éloignent encore un peu plus le souvenir de cette soirée de 1988. Le théâtre des Célestins subit des rénovations majeures, modernisant ses équipements et effaçant involontairement les derniers vestiges physiques de l'époque où Thomas y a joué pour la dernière fois. Les coulisses sont repeintes, les loges réaménagées, et les vieux fantômes sont chassés par l'odeur de la peinture fraîche et le bruit des perceuses des ouvriers. Valmont continue sa carrière, mais il ne retrouve jamais un élève du calibre de Thomas, ce qui semble nourrir chez lui une frustration sourde et permanente. Il vieillit, devient un homme aigri et solitaire, vivant dans le souvenir de sa propre gloire passée, et peut-être, pense-t-on, dans le remords de n'avoir pas su protéger son protégé. Il meurt finalement d'une crise cardiaque au début des années 2000, emportant avec lui dans la tombe ses secrets et ses souvenirs, sans avoir jamais lâché le moindre mot qui aurait pu trahir sa conscience. Avec la mort de Valmont, le dernier lien vivant et direct avec le mystère professionnel de Thomas semble se rompre définitivement. Les archives de l'affaire sont transférées dans un dépôt lointain, enterrées sous des tonnes de papiers administratifs, condamnés à l'oubli éternel de la bureaucratie française. Plus personne ne cherche Thomas Leroux, plus personne n'espère le retrouver, sauf sa mère qui continue d'allumer une bougie chaque 12 novembre devant la photo de son fils souriant devant son piano. L'avènement d'Internet et des forums de discussion en ligne redonne un bref souffle à l'affaire au milieu des années 2000, grâce à des passionnés de cold case. Des amateurs reconstituent la chronologie, échangent des théories farfelues et analysent les rares articles de presse numérisés disponibles sur la toile. Mais ces enquêteurs du dimanche se heurtent au même mur que la police à l'époque. L'absence totale de preuves matérielles reliant la disparition à un acte criminel, transformant leur déduction en simple spéculation sans fondement. Le temps fait son œuvre d'érosion sur les mémoires, et le nom de Thomas Leroux s'efface peu à peu des programmes de concerts et des conversations mondaines lyonnaises. Une nouvelle génération de musiciens émerge qui ne connaît de lui que le nom gravé sur une plaque commémorative poussiéreuse dans le hall de son ancien conservatoire. La ville change, les témoins vieillissent, tout disparaissent, et la vérité semble s'éloigner inexorablement, engloutie par les sables mouvants du temps qui passe. Pourtant, le destin a une manière étrange de préserver les éléments importants, les cachant parfois sous nos yeux, en attendant le moment propice pour les révéler. Quelque part dans le grenier d'une maison lyonnaise,
Une boîte en carton, oubliée lors d'un déménagement ou d'une succession, attend patiemment son heure. Elle contient des objets hétéroclites, des vieux papiers et surtout des bandes magnétiques qui n'ont pas été écoutées depuis 3 décennies, dormant dans l'obscurité protectrice. C'est une époque où l'analogique laisse place au numérique, où les cassettes et les bobines sont jetées à la poubelle par milliers, considérées comme des reliques encombrantes d'un passé révolu. Mais pour une poignée de passionnés, ces supports obsolètes sont des trésors, des capsules temporelles capables de restituer le son chaud et imparfait d'une époque révolue. C'est grâce à cette nostalgie technique que l'histoire de Thomas Leroux va pouvoir refaire surface, non pas par une enquête policière, mais par le hasard pur d'une brocante. En 2018, 30 ans après les faits, Lyon est devenue une métropole moderne, connectée et vibrante, bien loin de l'ambiance feutrée et un peu grise de la fin des années 80. Le quartier du Vieux Lyon est désormais une zone touristique majeure, où les boutiques de souvenirs côtoient les bouchons traditionnels et les antiquaires spécialisés. C'est là que les histoires se vendent et s'achètent, que les objets passent de main en main, transportant avec eux des fragments de vie dont les nouveaux propriétaires ignorent souvent la signification profonde. La mémoire de Thomas est désormais un murmure, une note de bas de page dans l'histoire culturelle de la ville, une anecdote qu'on raconte parfois aux touristes amateurs de mystère. Mais la vérité est têtue, elle refuse de rester enfouie, et elle va trouver un chemin inattendu pour éclater au grand jour. Il suffira d'un jeune homme curieux, d'un dimanche matin ensoleillé et d'une transaction de quelques euros pour que le passé percute violemment le présent. Le monde a changé, les méthodes d'investigation aussi avec l'ADN et la surveillance numérique, mais paradoxalement, la clé de l'énigme Leroux repose sur une technologie primitive. C'est une ironie du sort que ce soit un enregistrement magnétique, fragile et dégradable, qui ait survécu là où la mémoire humaine a failli. La bande magnétique, contrairement aux témoins, ne ment pas, ne change pas de version et n'oublie rien. Elle restitue fidèlement ce qui a été imprimé sur sa surface oxydée. L'oubli n'était donc qu'une illusion, une pause nécessaire pour que les pièces du puzzle puissent enfin s'assembler au bon endroit et au bon moment. Les acteurs du drame sont morts ou dispersés, mais leur voix est toujours là, prisonnière d'un ruban de plastique brun, prête à témoigner par-delà la mort. La scène est prête pour le dernier acte, celui de la révélation, qui ne se jouera pas sur les planches des Célestins, mais dans le salon encombré d'un appartement moderne. Ainsi s'achève la longue traversée du désert pour la vérité sur l'affaire Leroux, une période de gestation lente et silencieuse. Le compte à rebours a commencé sans que personne ne le sache, et le destin va bientôt frapper à la porte de l'histoire pour réclamer son dû. Les fantômes du passé s'apprêtent à parler, et leur cri traversera 30 années de silence pour venir heurter la conscience d'une nouvelle génération. L'histoire nous enseigne que rien ne disparaît jamais vraiment, que tout laisse une trace, une empreinte, un écho. Il suffit parfois de savoir écouter ou d'avoir le matériel adéquat pour décoder les messages laissés par ceux qui ne sont plus là. Le chapitre de l'oubli se referme et celui de la découverte va s'ouvrir avec le bruit caractéristique d'une bande magnétique qui se met en tension sur les têtes de lecture d'un magnétophone. C'est dans ce contexte de calme avant la tempête que nous arrivons en 2018, une année qui marquera le tournant décisif de cette affaire. L'heure de la justice a peut-être sonné, non pas dans un tribunal, mais dans l'intimité d'une écoute au casque, au milieu de la nuit. Le passé est sur le point de rattraper le présent et le choc promet d'être retentissant. La transition est brutale entre le silence de l'oubli et le fracas de la découverte, mais elle est nécessaire pour que la lumière soit faite. Nous laissons derrière nous les années de doute et de spéculation pour entrer dans le vif du sujet, là où les preuves parlent plus fort que les rumeurs. Préparez-vous à entrer dans le bureau de Lucas, le collectionneur qui va, sans le savoir, résoudre l'une des plus grandes énigmes criminelles de Lyon. Lucas est un jeune homme de 28 ans, ingénieur du son le jour et collectionneur passionné d'audio vintage la nuit, vivant dans un petit appartement sur les pentes de la Croix-Rousse. Son antre ressemble à un musée de la technologie sonore, encombré d'amplificateurs à lampe, de platines vinyles rares et surtout de magnétophones à bande, ces fameux « reel to reel » qui le fascinent. Il passe ses week-ends à écumer les vides-greniers et les brocantes de la région, à la recherche de la perle rare, de l'équipement oublié ou des enregistrements inédits qui dorment dans les cartons des particuliers.
Ce dimanche matin de septembre 2018, Lucas flâne dans les allées bondées de la grande brocante du Vieux-Lyon, l'œil aux aguets malgré la fatigue d'une semaine chargée. L'air est frais, imprégné de l'odeur des marrons chauds et de la poussière des vieux livres, une atmosphère qu'il affectionne particulièrement pour ses chasses au trésor. Il s'arrête devant un stand tenu par un couple de retraités qui vendent le contenu d'une maison héritée d'un oncle lointain. Un fatras d'objets sans lien apparent entassés sur des tables tréteaux. Son regard est immédiatement attiré par une caisse en plastique bleu posée à même le sol, à moitié dissimulée sous une nappe à carreaux qui pendouille. Il s'accroupit et découvre une vingtaine de bobines magnétiques de 1,4 pouces, certaines dans leur boîte d'origine en carton, d'autres nues et enroulées de manière anarchique. Son cœur s'accélère légèrement, car ce type de lot est devenu rare et peut contenir des enregistrements radio, des concerts pirates ou simplement des souvenirs familiaux sans intérêt. C'est la loterie absolue. Il examine les étiquettes jaunies, déchiffrant des inscriptions manuscrites à l'encre passée comme « Mariage Sophie 75 »,« Radio Jazz 82 » ou encore « Essai micro ». L'une d'elles retient particulièrement son attention par sa mention plus formelle « Répétition Célestin 88, Master », écrite d'une main nerveuse et anguleuse. Lucas ne fait pas immédiatement le lien avec l'affaire Leroux, il est simplement intrigué par la perspective d'entendre une prise de son professionnel réalisée dans l'un des plus beaux théâtres de la ville. Il négocie le lot entier pour une 50aine d'euros, une somme dérisoire pour le potentiel historique qu'il tient entre ses mains, et repart avec son butin sous le bras, le sourire aux lèvres. Le retour chez lui est rapide, l'excitation de la découverte le poussant à presser le pas dans les escaliers raides qui mènent à son appartement. Il sait que la plupart de ces bandes seront probablement inaudibles ou inintéressantes, mais c'est le frisson de la découverte, l'idée d'être le premier à réécouter ces sons après des décennies qui le motive. Une fois chez lui, Lucas s'installe devant son bureau, nettoie méticuleusement les têtes de lecture de son Revox B77 avec de l'alcool isopropylique et un coton-tige. C'est un rituel précis, quasi religieux, nécessaire pour garantir la meilleure qualité d'écoute possible et surtout pour ne pas endommager les précieuses bandes qui peuvent être fragiles et cassantes. Il commence par numériser les bandes les plus banales pour se faire la main, écoutant distraitement des bribes de conversations familiales et des extraits d'émissions de radio grésillants. La soirée avance, la ville s'endort autour de lui et le silence se fait dans l'immeuble, créant une bulle d'intimité propice à l'immersion sonore. Vers 1h du matin, il se décide enfin à placer la bobine étiquetée « Répétition Célestin 88 » sur les axes du magnétophone, enfilant la bande dans le chemin de lecture avec une dextérité d'expert. Il appuie sur le bouton « Play », les grands VU-mètres à aiguilles s'illuminent et commencent à danser au rythme du souffle de la bande, ce bruit de fond caractéristique de l'enregistrement analogique. Les premières minutes sont constituées de bruits de mise en place, de chaises qu'on déplace, de toux lointaines et d'accords de piano plaqués pour vérifier l'accordage de l'instrument. Puis, la musique commence, limpide, puissante, une interprétation magistrale qui saisit Lucas par sa virtuosité et son émotion brute, lui hérissant les poils sur les bras. Il reconnaît immédiatement le style, la fougue, et réalise soudain qu'il est peut-être en train d'écouter une répétition inédite du célèbre Thomas Leroux, peu de temps avant sa disparition. Lucas reste fasciné, le casque vissé sur les oreilles, absorbant chaque nuance, chaque respiration du pianiste, conscient d'avoir mis la main sur un document exceptionnel. La prise de son est excellente, probablement réalisée avec un couple de micros stéréo placés près de la scène, capturant non seulement le piano, mais aussi l'acoustique majestueuse de la salle vide. La musique dure une vingtaine de minutes, un enchaînement de mouvements complexes joués avec une intensité qui semble presque douloureuse, comme si le musicien y mettait toute son âme. Soudain, le piano s'arrête brusquement au milieu d'une mesure, suivi du bruit sec du couvercle du clavier que l'on referme avec un peu trop de force. Lucas s'attend à ce que l'enregistrement se coupe là, comme c'est souvent le cas, mais la bande continue de tourner, dévidant ses mètres de ruban magnétique dans un silence habité. Il monte le volume de son amplificateur pour percevoir les détails de l'ambiance, entendant le bruit des pas du pianiste qui s'éloigne sur le parquet de la scène, puis une porte qui s'ouvre et se ferme. L'enregistrement continue, captant le vide de la salle, le bourdonnement lointain de la ventilation, ces petits riens qui constituent le silence d'un grand espace inoccupé.
Lucas s'apprête à arrêter la lecture, pensant que le technicien a simplement oublié de couper le magnétophone après le départ de l'artiste. Mais au moment où son doigt effleure le bouton stop, un bruit nouveau attire son attention, un grincement de porte beaucoup plus proche des micros, comme si quelqu'un entrait dans la zone d'enregistrement. Il retient son souffle, les yeux fixés sur les aiguilles des VU-mètres qui sursautent légèrement, indiquant une présence sonore discrète mais réelle. Des pas lourds se rapprochent, différents de ceux du pianiste, plus assurés, plus pesants, accompagnés par le bruissement d'un vêtement en tissu synthétique. Une voix s'élève alors, lointaine mais distincte, une voix d'homme autoritaire et teintée d'une colère froide qu'il a du mal à contenir. « Tu croyais vraiment pouvoir partir comme ça, après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Lucas se fige, le sang se glace dans ses veines, car il comprend instantanément qu'il n'écoute plus une simple répétition musicale, mais une scène de vie volée. La voix de Thomas répond, plus faible, suppliante. « Laissez-moi, Henri, je n'en peux plus, je veux juste arrêter, je vous laisse tout, la gloire, l'argent, tout. » C'est une dispute intime et violente qui se joue là, capturée par hasard par un micro oublié qui tourne dans l'indifférence générale. Le ton monte, les voix se chevauchent, celle d'Henri Valmont devenant de plus en plus menaçante, accusatrice, parlant de trahison, d'ingratitude et de dettes morales impossibles à rembourser. Lucas entend un bruit de lutte, des frottements, un choc sourd contre quelque chose de dur, peut-être le corps du piano ou le sol de la scène, puis un cri étouffé, bref, suivi d'un silence terrifiant qui dure plusieurs secondes, un silence de mort qui pèse une tonne dans les oreilles du jeune collectionneur. Le souffle de Lucas est court. Il n'ose plus bouger, comme si le moindre mouvement de sa part pouvait révéler sa présence au fantôme qui s'agite dans son casque. Il entend ensuite une respiration haletante, proche du micro, et des bruits de pas précipités qui font le tour de la scène, comme quelqu'un qui cherche une issue ou qui panique. Et c'est là, au milieu de ce chaos sonore, que la voix d'Henri Valmont murmure cette phrase terrible, glaçante de lucidité. Quel gâchis! Personne ne te volera à moi, Thomas, personne. La bande arrive à sa fin. Le ruban se détache de la bobine débitrice et fouette l'air en tournant à vide, produisant un claquement régulier. Clac, clac, clac. Lucas reste immobile, tétanisé sur sa chaise, le regard vide, réalisant l'ampleur de ce qu'il vient d'entendre. Il ne tient pas seulement un enregistrement rare, il détient la preuve d'un meurtre, la solution d'une énigme vieille de 30 ans qui a hanté la ville de Lyon. Il tremble en retirant son casque, le silence de son appartement lui paraissant soudain hostile, chargé d'une tension nouvelle qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il regarde la bobine inerte sur le magnétophone, cet objet banal en plastique et en oxyde de fer qui contient pourtant la voix d'un assassin, et le dernier soupir d'une victime. Il sait qu'il ne pourra pas garder ça pour lui, que sa vie vient de basculer et qu'il a désormais une responsabilité immense envers la mémoire de Thomas Leroux. Il est 3 heures du matin et Lucas vient de rouvrir officiellement le dossier Leroux, seul dans sa chambre, avec pour seule arme un vieux Revox et une curiosité insatiable. Il sauvegarde immédiatement le fichier numérique sur plusieurs disques durs, paranoïaque à l'idée de perdre cette preuve unique par une panne informatique. Demain, il ira à la police, mais pour l'instant, il a besoin de digérer l'horreur de ce secret qu'il partage désormais avec un mort. Le destin a joué son rôle, la boucle est bouclée, et la vérité est enfin sortie du puits, portée par les ondes magnétiques d'une époque révolue. Lucas éteint son matériel, mais le son de la voix de Valmont continue de résonner dans sa tête, obsédant, accusateur, comme une malédiction qui vient de changer de propriétaire. La nuit sera longue, très longue, pour le seul homme sur Terre qui sait enfin ce qui est arrivé au prodige des Célestins. Le lundi matin suivant sa découverte, Lucas se présente au commissariat central de Lyon, avec une nervosité qu'il peine à dissimuler, serrant son sac à dos contre lui comme s'il contenait les joyaux de la couronne. L'accueil à l'accueil est froid, presque bureaucratique, face à ce jeune homme agité qui prétend détenir des preuves sur une affaire vieille de 30 ans que tout le monde a oubliée. Il doit insister, parlementer, et finalement menacer de tout livrer à la presse pour qu'un officier de police judiciaire daigne enfin l'écouter dans un box vitré bruyant. L'officier, un homme fatigué proche de la retraite nommé Capitaine Roche, écoute d'abord le récit de Lucas avec un scepticisme affiché, habitué aux farfelus et aux chasseurs de mystères qui voient des complots partout.
Mais lorsque Lucas pose son ordinateur portable sur la table et lance la lecture du fichier audio restauré, l'atmosphère dans le petit box change instantanément, passant de l'ennui poli à une tension électrique. Roche se redresse sur sa chaise, fronce les sourcils et demande à réécouter le passage de la dispute 3 fois de suite, le visage de plus en plus sombre. La procédure s'accélère alors de manière vertigineuse, propulsant Lucas dans les rouages complexes d'une machine judiciaire qui se réveille après un long sommeil. La bande originale est saisie et placée sous scellé avec des précautions infinies, manipulée par des techniciens en gants blancs comme une relique sacrée. Le dossier Thomas Leroux, qui dormait dans les archives départementales, est exhumé en urgence et atterrit sur le bureau du procureur de la République avant même la fin de la matinée. Une équipe d'experts en analyse sonore de la police technique et scientifique est mandatée pour authentifier l'enregistrement et s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un montage habile ou d'une falsification moderne. Ils passent la bande au peigne fin, analysant les fréquences, le bruit de fond, et comparent les empreintes vocales avec des interviews d'époque d'Henri Valmont et de Thomas Leroux retrouvées à l'INA. Le verdict tombe 48 heures plus tard, formel et sans appel. L'enregistrement est authentique, continu, et les voix sont identifiées avec une certitude de plus de 99%. La nouvelle de la réouverture de l'enquête fuite dans la presse locale, avant même que la police ne puisse faire une annonce officielle, déclenchant une tempête médiatique immédiate. Le Progrès titre en une sur « La cassette de la vérité » et très vite, les chaînes nationales envoient leurs correspondants camper devant le palais de justice de Lyon. L'histoire est trop belle, trop tragique, trop parfaite pour ne pas captiver le public. Le pianiste disparu, le mentor jaloux, et la preuve surgit du passé comme par magie. Au milieu de ce tourbillon, une femme âgée reçoit la visite de 2 commissaires dans sa petite maison de banlieue, une visite qu'elle n'espérait plus depuis des décennies. La mère de Thomas, désormais octogénaire, écoute les policiers lui expliquer avec douceur qu'ils ont trouvé un élément nouveau, une bande magnétique qui change tout. Elle ne s'effondre pas, elle ne pleure pas, elle hoche simplement la tête avec une dignité immense, comme si elle avait toujours su que la vérité finirait par frapper à sa porte avant qu'elle ne rejoigne son fils. L'écoute de la bande est une épreuve terrible pour cette mère, mais elle insiste pour l'entendre, voulant être témoin des derniers instants de vie de son enfant unique. Dans le bureau du juge d'instruction, entourée d'une psychologue et de son avocat, elle affronte la voix d'Henri Valmont, cet homme qu'elle avait reçu à sa table, qu'elle avait remercié de s'occuper de Thomas. La haine qui monte en elle est froide, absolue, mais elle est mêlée d'un soulagement immense. Son fils ne l'a pas abandonné, il ne s'est pas enfui, il a été volé à la vie par la jalousie d'un autre. L'absence de procès possible, puisque le meurtrier présumé est mort depuis près de 15 ans, crée une frustration juridique complexe que les médias s'empressent de commenter avec avidité. On ne peut pas juger un mort, mais on peut instruire l'affaire pour établir la vérité historique et réhabiliter la mémoire de la victime, ce qui devient l'objectif principal du procureur. L'enquête se concentre désormais non plus sur l'identification du coupable, qui ne fait plus de doute, mais sur la localisation du corps de Thomas, la dernière pièce manquante du puzzle. Les techniciens du son parviennent à isoler des bruits de fond sur la bande après le meurtre, des sons que Lucas n'avait pas pu identifier avec son matériel amateur. Ils entendent le bruit caractéristique d'un monte-charge ancien, des grincements métalliques, et surtout le son de l'eau qui s'écoule, peut-être une rivière souterraine ou une canalisation. Ces indices acoustiques orientent les enquêteurs vers les sous-sols du théâtre des Célestins, une zone qui a subi de lourdes transformations lors des travaux de rénovation des années 90, juste après la disparition. Les plans d'architectes de l'époque sont saisis et analysés par des ingénieurs en bâtiment pour tenter de comprendre la configuration des lieux en 1988. Ils découvrent l'existence d'un ancien puits d'accès aux machineries hydrauliques situé juste sous la Seine, qui a été comblé par du béton lors des travaux de modernisation. C'est une piste ténue, mais les indices sonores semblent correspondre à cet endroit précis, là où le bruit de l'eau de la nappe phréatique est le plus perceptible. Le procureur prend une décision rare et coûteuse. Il ordonne des fouilles destructives dans les sous-sols du théâtre, obligeant l'institution à fermer ses portes pour une durée indéterminée. C'est un choc pour le monde culturel lyonnais, mais face à la gravité des révélations et à la pression de l'opinion publique, personne n'ose protester. Les marteaux-piqueurs remplacent les violons, et les ouvriers spécialisés commencent à percer la dalle de béton armée coulée 30 ans plus tôt,
sous le regard attentif des légistes. Pendant ce temps, la réputation posthume d'Henri Valmont est mise en pièces. Ses disques sont retirés des ventes et le conservatoire qui portait son nom dans une petite ville voisine décide de le débaptiser en urgence. L'homme respecté, le pédagogue admiré, est désormais vu comme un monstre manipulateur, un Salieri moderne capable de tuer son Mozart par pure envie. Les anciens élèves de Valmont témoignent dans la presse, déliant leur langue sur la cruauté psychologique de leur maître, relisant leurs souvenirs à la lumière de cette terrible vérité. Lucas, le découvreur de la cassette, refuse la plupart des interviews, mal à l'aise avec ce statut de héros malgré lui que les médias tentent de lui coller. Il se sent simplement comme un messager, un instrument du destin qui a eu la chance ou la malchance de tomber sur la bonne boîte au bon moment. Il reste en contact avec la mère de Thomas, nouant avec elle une relation étrange et touchante, basée sur ce lien sonore qui les unit désormais à jamais autour du disparu. Les jours de fouille se transforment en semaines. La poussière et le bruit envahissent le théâtre, mais les enquêteurs ne lâchent rien, persuadés qu'ils sont au bon endroit. Les radars de sol ont détecté une anomalie dans la densité du béton à 3 mètres de profondeur, une cavité qui ne devrait pas être là selon les plans de construction. La tension monte à mesure que les ouvriers approchent de cette zone cible, travaillant désormais à la main, avec des outils de précision pour ne pas endommager d'éventuels indices. C'est un mardi après-midi que la nouvelle tombe, d'abord comme une rumeur sur les réseaux sociaux, puis confirmée par un communiqué laconique du parquet. Les équipes de fouilles ont mis au jour des ossements humains préservés dans un sac de toile synthétique qui a ralenti la dégradation, enfouis au fond de l'ancien puits technique avant le coulage du béton. Il n'y a pas encore d'identification ADN formelle, mais on a retrouvé avec les restes une alliance gravée et une montre gousset que Thomas portait toujours sur scène comme porte-bonheur. La ville de Lyon retient son souffle. L'émotion est palpable dans les rues, comme si le fantôme de Thomas était enfin en train de remonter à la surface pour dire au revoir. Les fleurs s'amoncellent devant les grilles du théâtre, transformant le parvis en un mémorial improvisé coloré et émouvant. Les gens déposent des partitions, des petites notes, des bougies, exprimant une solidarité tardive mais sincère envers ce jeune homme dont la vie a été volée. L'identification ADN confirme officiellement qu'il s'agit bien de Thomas Leroux, mettant un point final scientifique à 30 ans d'attente et d'incertitude. Le rapport du légiste indique que la mort a été causée par un traumatisme crânien violent, confirmant la thèse de la dispute qui a mal tourné et du coup mortel entendu sur la bande. Valmont n'avait probablement pas prémédité le meurtre ce soir-là, mais il a profité des travaux imminents et de sa connaissance des lieux pour faire disparaître le corps, un crime d'opportunité effroyable. La mère de Thomas peut enfin organiser les obsèques de son fils, une cérémonie grandiose à la cathédrale Saint-Jean où se presse une foule immense venue rendre un dernier hommage. Le cercueil blanc, minuscule dans la grande nef, est recouvert de roses rouges et pour la première fois depuis 1988, la musique de Thomas résonne, jouée par un orchestre de jeunes musiciens. Ce n'est pas un adieu triste, c'est une libération, un moment de grâce où la justice des hommes rencontre la paix de l'âme. Lucas assiste à la cérémonie depuis le fond de l'église, discret, les yeux rouges, sentant le poids de la cassette s'envoler enfin de ses épaules. Il sait qu'il a fait ce qu'il fallait, qu'il a rendu son nom et sa sépulture à Thomas, et c'est la seule récompense dont il avait besoin. En sortant sur le parvis inondé de soleil, il regarde le ciel bleu de Lyon et se dit que certaines histoires doivent être racontées, peu importe le temps qu'elles mettent à émerger. Le dossier judiciaire est officiellement clos quelques mois plus tard, avec la mention auteur décédé. Mais pour l'histoire, le coupable a été jugé et condamné par la vérité. Le théâtre des Célestins rouvre ses portes après les travaux, installant une plaque discrète en coulisses à la mémoire de Thomas, là où tout a commencé et où tout a fini. La vie reprend son cours, mais plus personne n'écoutera jamais un concerto de piano de la même manière dans cette ville. L'après-coup de l'affaire Leroux provoque une véritable onde de choc dans le milieu de la musique classique française, levant le voile sur les relations toxiques qui peuvent exister entre maîtres et élèves. Des colloques sont organisés, des langues se déliennent, et le syndrome Valmont devient une expression utilisée pour décrire l'emprise destructrice de certains professeurs sur leurs prodiges. La tragédie de Thomas sert de catalyseur à une prise de conscience nécessaire, transformant sa mort inutile en un héritage protecteur pour les futures générations d'artistes.
Lucas, marqué par cette expérience, décide de faire don de sa collection de bandes magnétiques à une archive sonore publique, ne gardant pour lui que son vieux magnétophone. Il ne peut plus écouter de vieilles bandes avec la même insouciance qu'avant, hanté par l'idée que d'autres secrets terribles pourraient s'y cacher. Il se tourne vers la composition musicale, utilisant des sons d'ambiance et des textures sonores, une manière pour lui d'exorciser les fantômes analogiques qui ont traversé sa vie. La mère de Thomas crée une fondation au nom de son fils, destinée à attribuer des bourses à de jeunes pianistes talentueux issus de milieux modestes, leur offrant la chance que Thomas n'a pas pu pleinement saisir. Elle y consacre les dernières années de sa vie, puisant dans cette mission une énergie nouvelle qui repousse la vieillesse et le chagrin. Chaque année, le lauréat du prix Thomas Leroux joue le fameux concerto inachevé lors de la soirée du drame, comme un pied de nez à la mort et à l'oubli. Le monde du true crime s'empare de l'histoire, produisant des podcasts, des documentaires et même un téléfilm qui romance les événements avec plus ou moins de justesse. La figure de Valmont devient l'archétype du méchant sophistiqué, tandis que Thomas est érigé en ange martyr de la musique, une simplification qui agace ceux qui les ont connus dans leur complexité humaine. Mais c'est le prix à payer pour entrer dans la légende, et Lucas préfère ne pas regarder ses productions, gardant en lui la vérité brute et granuleuse de l'enregistrement original. Un détail troublant émerge cependant quelques années plus tard, lorsqu'un ancien ouvrier du chantier de 1988, désormais à la retraite, contacte un journaliste local. Il affirme avoir vu Henri Valmont rôder autour du chantier la nuit suivant le concert, le visage livide, mais n'avoir rien dit à l'époque par peur de perdre son emploi ou d'avoir des ennuis. Ce témoignage tardif confirme que Valmont a sans doute déplacé le corps seul, dans une nuit de folie et d'adrénaline, scellant son destin et celui de Thomas dans le béton frais. Cette révélation ajoute une couche de préméditation a posteriori à l'acte de Valmont, montrant un sang-froid glaçant pour dissimuler son crime juste après l'avoir commis. L'image du mentor portant le corps de son élève dans les dédales du théâtre hante les esprits, une scène macabre digne d'un opéra noir qui renforce l'horreur du récit. Cela prouve définitivement que la disparition n'avait rien de volontaire et que le silence de Valmont pendant 30 ans était une torture quotidienne qu'il s'infligeait à lui-même. Les ventes des rares enregistrements de Thomas Leroux, remasterisés et réédités, explosent, permettant à un nouveau public de découvrir son génie pur, débarrassé de l'ombre de son mentor. Les critiques sont unanimes. S'il avait vécu, il aurait été l'un des plus grands pianistes du siècle. Et cette certitude rend sa perte encore plus amère. Sa musique devient son véritable tombeau, une œuvre vivante qui continue de vibrer et d'émouvoir bien après que ses os ont été rendus à la terre. Le théâtre des Célestins conserve une aura particulière depuis cette affaire, certains techniciens affirmant parfois entendre des notes de piano dans le théâtre vide la nuit. Légende urbaine ou suggestion collective, ces rumeurs participent au mystère du lieu, attirant des curieux qui espèrent ressentir le frisson de l'histoire. Mais pour ceux qui savent, le théâtre n'est pas hanté. Il est simplement le gardien d'une mémoire blessée qui a fini par cicatriser grâce à la vérité. Lucas retourne une dernière fois sur les lieux, invité par le directeur pour une visite privée hors des heures d'ouverture, une manière de boucler la boucle. Il se tient sur la scène, là où le micro était placé 30 ans plus tôt, et regarde la salle vide, imaginant les applaudissements, la tension et le drame qui s'est joué à quelques mètres. Il ne ressent plus de peur, seulement une profonde mélancolie et le sentiment apaisant que l'ordre des choses a été rétabli. Il réalise que la technologie, souvent accusée de déshumaniser nos vies, a ici permis de redonner son humanité à une victime effacée par le temps. La bande magnétique, ce support fragile et imparfait, a vaincu le béton, le mensonge et la mort, prouvant que la voix humaine est l'empreinte la plus tenace qui soit. C'est une leçon d'humilité face au passé, qui nous rappelle que rien ne s'efface jamais vraiment, tant que quelqu'un est là pour écouter. En quittant le théâtre, Lucas croise un groupe d'étudiants en musique qui rit, leurs étuis d'instruments sur le dos, insouciants et pleins d'avenir. Il sourit, pensant que Thomas aurait aimé les voir, qu'il aurait aimé leur enseigner la passion sans la possession, l'art sans la douleur. La vie continue, implacable et belle, mais elle a désormais une cicatrice de plus, une cicatrice qui porte un nom et qui ne sera plus jamais oubliée. L'affaire de la cassette des Célestins est devenue un cas d'école dans la police scientifique, illustrant l'importance de ne jamais négliger les nouvelles technologies
pour réexaminer les vieilles preuves. Des unités cold case se créent un peu partout, inspirées par ce succès, espérant trouver d'autres Lucas, d'autres bandes, d'autres vérités enfouies. C'est peut-être là le plus bel héritage de Thomas, avoir ouvert la voie à la résolution d'autres drames oubliés. Ainsi, le pianiste qui avait disparu en plein concert est revenu sur le devant de la scène une dernière fois pour son plus grand final. Il n'a pas joué de notes, il a simplement laissé sa voix et celle de son meurtrier raconter la fin de l'histoire, dans un duo tragique enregistré pour l'éternité. Le rideau peut enfin tomber définitivement, non pas sur un mystère, mais sur une tragédie élucidée, laissant le public non pas dans le doute, mais dans le recueillement. Dans le silence de la nuit lyonnaise, si l'on tend bien l'oreille vers les quais de Saône, on peut presque imaginer entendre une mélodie lointaine. Ce n'est pas un fantôme, c'est l'écho d'un talent qui a refusé de mourir, porté par le vent et par la mémoire des hommes. Thomas Leroux est mort en 1988, mais il n'a vraiment cessé d'exister qu'en 2018, le jour où il a enfin pu reposer en paix. C'est ici que notre voyage s'achève, au terme d'une enquête qui a traversé le temps et défié les probabilités pour faire éclater la justice. Nous laissons Thomas à sa musique et Lucas à sa vie, liés par ce fil invisible de l'histoire qui unit parfois des inconnus à travers les décennies. La cassette, elle, repose désormais dans une vitrine climatisée, muette mais puissante, témoin silencieux que la vérité finit toujours par se faire entendre. Le monde est rempli d'objets oubliés, de greniers poussiéreux et de boîtes fermées qui attendent simplement qu'une main curieuse vienne les ouvrir. Qui sait quels autres secrets dorment encore autour de nous, attendant leur tour pour changer le cours de l'histoire. Peut-être que la prochaine grande révélation se trouve juste là, chez vous, sur une vieille étagère oubliée. La prochaine fois que vous passerez devant une brocante, prenez le temps de regarder, d'écouter, de toucher ces fragments de passé. Car chaque objet a une histoire, et parfois cette histoire est bien plus grande, bien plus belle ou bien plus terrible que tout ce que vous pourriez imaginer. C'est le pouvoir des objets, c'est le pouvoir de la mémoire, et c'est la leçon éternelle de l'affaire Thomas Leroux. L'histoire de Thomas Leroux nous rappelle brutalement que la vérité est une matière vivante, capable de résister à l'usure du temps et au poids du silence imposé par les hommes. Pendant 30 ans, un criminel a cru avoir commis le crime parfait, protégé par sa réputation et par l'absence de corps. Mais il avait sous-estimé la persistance de la technologie et le hasard de la vie. Une simple bande magnétique, fragile ruban de plastique, a suffi pour faire s'effondrer un édifice de mensonges bâti sur plusieurs décennies, prouvant qu'il n'existe pas de secret éternel dans ce monde. Ce récit met aussi en lumière le rôle crucial de ces passionnés anonymes, comme Lucas, qui par leur curiosité et leur respect pour le passé, deviennent les gardiens accidentels de notre mémoire collective. Sans ce geste banal d'acheter une vieille boîte dans une brocante, Thomas serait resté pour l'éternité ce pianiste disparu, une note de bas de page tragique, et sa mère serait partie sans savoir. Cela nous invite à regarder autour de nous avec plus d'attention, car les réponses à nos plus grandes énigmes se cachent parfois dans les objets les plus insignifiants de notre quotidien. Enfin, en refermant ce dossier, nous ne retenons pas seulement l'horreur du crime ou la jalousie maladive d'un mentor déchu, mais surtout la puissance de la musique qui survit à son créateur. La justice a été rendue, les ossements ont été bénis, mais ce qui reste vibrant et intouchable, c'est l'art de Thomas qui continue de résonner. Le mal peut détruire un corps et briser une carrière, mais il ne pourra jamais éteindre la beauté de ce qui a été créé avec amour, une leçon lumineuse au cœur de cette sombre affaire.